Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko qu'il est favorable à une trêve de 30 jours à l'Ukraine, mais il insiste sur la nécessité d'éclaircir d'abord certaines modalités, en particulier sur le sort des forces ukrainiennes isolées dans la région de Koursk. Le fait d'accepter ce cessez-le-feu tout en imposant certaines conditions préalables ouvre-t-il la voie à des négociations directes avec Donald Trump? Faut-il, à l'image du président Vladimir Poutine, remettre en cause les intentions réelles de Kiev en cas de trêve à l'Ukraine? Élément de réponse à suivre dans quelques instants. Et puis, le Togo deviendra-t-il le 4e membre de la Confédération des États du Sahel? Pour le professeur Robert Ducé, la réponse est oui. Dans une publication sur ses plateformes numériques, le ministre togolais des Affaires étrangères soutient mordicus que l'adhésion du Togo est nécessaire. Il s'appuie sur 3 leviers essentiels: l'accès stratégique maritime, l'unité politique renforcée et la souveraineté africaine affirmée. Pour ce dernier, la démarche de Lomé suscite l'intérêt et marque un tournant dans la politique africaine. Quels sont les atouts dont dispose l'administration Faure-Gnassingbé pour prétendre à un siège aux côtés du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso? Pour quelle implication au niveau de la CEDEAO? Adhésion du Togo, réalité ou simple calcul politique? Nous en parlons ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous. La réaction du président russe était attendue quelques heures après l'accord conclu entre Washington et Kiev autour d'un accord de cessez-le-feu de 30 jours du côté de l'Ukraine. Il a réagi, et ce, aux côtés du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Le président Vladimir Poutine se dit favorable justement à cette trêve de 30 jours, mais impose certaines conditions préalables pour la résolution définitive du conflit russo-ukrainien. Pour le chef du Kremlin, il faut s'attaquer préalablement aux causes profondes de cette opération spéciale militaire. Vous l'écouterez dans quelques instants. Le Togo deviendra-t-il le 4e membre de la Confédération de l'AES? La question se pose avec insistance quelques jours après la sortie du professeur Robert Ducé, le chef de la diplomatie togolaise, pour qui la réponse est oui. Il s'appuie sur 3 leviers essentiels: l'unité politique renforcée, l'accès stratégique maritime et bien sûr la souveraineté africaine affirmée. Le Togo dispose-t-il de véritables atouts pour prétendre à un siège aux côtés du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso? Quelles en seront d'ailleurs les implications au niveau sous-régional? Doit-on parler d'une réalité ou d'un simple calcul politique? Nous tenterons bien sûr d'apporter quelques éléments de réponse à toutes ces interrogations aux côtés de nos 2 premiers invités de la soirée. Depuis Londres, Sylvain de Bourgou, vous êtes avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir Baudelaire, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à mon copanéliste et bonsoir aux techniciens. Je salue les millions en tout cas de vos téléspectateurs qui chaque soir et chaque matin prennent leur temps pour venir écouter ce que nous donnons comme point de vue et proposition pour la liberté en Afrique. Une Afrique qui jusque-là piétine. Je vous remercie pour cette autre invitation. Voilà, merci à vous Sylvain. Chez Lawson, merci également à vous d'être des nôtres ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir mon frère Amin Guéné. Merci pour cette invitation. Je salue toute votre équipe, les techniciens, sans oublier la direction de For You Media pour ce travail absolument professionnel et formidable qu'ils font en portant le flambeau de la panafricanité. Merci donc pour cette invitation. Je salue mon co-panéliste Sylvain de Bourgou. Tous les panafricains qui sont branchés à cette émission, ils sont des milliers, des millions. Je salue ceux de la diaspora, essentiellement de l'Amérique du Nord. Je n'oublierai pas mes compatriotes togolais qui sont branchés à cette émission parce qu'il y a une thématique qui les concerne. Je lance encore une fois de plus cet appel à la libération de tous les prisonniers politiques togolais. Ils sont une centaine et la préoccupation des Togolais aujourd'hui, c'est de se soustraire de cette dictature militaro-monarchiste imposée par la France depuis l'assassinat du président panafricain Sylvanus Olympio
et s'est établie une terreur qui aujourd'hui a transformé le Togo en une monarchie et en une prison à ciel ouvert. Donc la préoccupation des Togolais aujourd'hui, c'est de se soustraire de cette dictature et après on verra comment nous pourrons rejoindre l'AES. Merci Monsieur Nguéné pour votre invitation. Merci à vous, chez Eluloson. Alors, quel sera le sort des soldats ukrainiens encerclés, isolés dans la région de Koursk? C'est l'une des principales préoccupations mises d'ailleurs sur la table par Vladimir Poutine aux côtés de son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko. Il dit être favorable à ce cessez-le-feu, mais sous certaines conditions. Au moment où Donald Trump annonce d'ailleurs un nouvel échange téléphonique avec son homologue Vladimir Poutine, Donald Trump a déclaré qu'il s'était entretenu à nouveau avec Vladimir Poutine ce jeudi. Le président américain aurait donc demandé à son homologue russe d'épargner les forces ukrainiennes encerclées dans la région de Koursk. À l'issue de ce nouvel échange avec Vladimir Poutine, Donald Trump a estimé que les chances que la situation en Ukraine se résolve étaient plus que jamais élevées. Doit-on parler d'un tournant dans la résolution, ou du moins dans ce processus de résolution de cette crise, de cette opération spéciale militaire? Prenons tout d'abord la réaction du président russe Vladimir Poutine. Je le disais, il est revenu sur cet accord trouvé il y a quelques heures, ou du moins quelques jours, entre Washington et Kiev. Nous parlons bien sûr de l'accord de cessez-le-feu de 30 jours. La réaction du président russe était justement à cet effet attendu. Et si ces derniers jours, il y a un blocage physique total, ils ne pourront plus du tout sortir. Il n'y aura que deux moyens, soit se rendre, soit mourir. Et dans ces conditions, je pense que pour la partie ukrainienne, il serait bon d'obtenir un cessez-le-feu effectivement pour 30 jours, et nous sommes d'accord. Mais il y a un point. C'est quoi ce point? La première chose, qu'allons-nous faire de cette incursion dans la région de cette poche dans la région de Kursk? Et s'il y a un cessez-le-feu sur 30 jours, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous ceux qui se trouvent sur place vont sortir sans combat. On doit les laisser sortir après les crimes de masse qu'ils ont commis contre nos civils, ou bien le commandement ukrainien va déposer les armes et simplement se rendre. Alors qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Et les autres questions, comment elles vont être résolues? Sur toute la ligne de front. Et ça représente à peu près 2000 km. Et comme vous le savez, les troupes russes avancent quasiment sur tous les secteurs de la ligne de front. Les soldats, les troupes russes avancent pratiquement sur toute la ligne de front. Il dit ceci, Sylvain, nous y sommes favorables, mais avec certaines réserves. Quelles réserves? Tout d'abord, qu'allons-nous faire avec la zone d'incursion ukrainienne dans la région de Koursk? Si nous instaurons un cessez-le-feu de 30 jours, qu'est-ce que cela veut dire? Que tous ceux qui s'y trouvent partiront sans avoir à se battre? Sommes-nous censés les laisser partir après qu'ils aient commis toute une série de crimes contre la population civile, ou bien les dirigeants ukrainiens leur donneront-ils l'ordre de déposer les armes, de se rendre en tant que prisonniers de guerre? Comment cela se passera-t-il? Ce n'est pas clair. Et remettant justement en cause certaines clauses de cet accord. Alors, vous l'avez écouté, il dit, ceux aujourd'hui qui sont encerclés, isolés dans la région de Koursk, ils n'ont que deux choix. Mourir ou alors se rendre. A-t-il raison de poser ces conditions préalables sur la table avant d'accepter cet accord de cessez-le-feu de 30 jours? Oui, le président Poutine est vraiment dans la droiture lorsqu'il pose ces conditions. On se souvient de Minsk 1 et 2 qui ont été pour nous une trahison et une trahison pour la Russie. Oui, de cessez-le-feu, en tout cas des trêves qui ont été signées et qui avait pour seul but de donner le temps à l'Ukraine de se faire une belle peau, d'être bien armée avant d'aller attaquer la Russie. Voici des faits qui, ma foi, aujourd'hui, enlèvent toute confiance en ce que l'Occident ou bien les États-Unis vont proposer comme
cessez-le-feu. Et ici, c'est Poutine qui est en position de force. Ils sont déjà encerclés, ou bien ils se rendent, ou bien ils se battent jusqu'à mort. Alors, moi, je pense que ces conditions sont vraiment normales, parce que dans toute guerre, c'est celui qui a la main en haut qui pose les conditions. Et on ne peut pas laisser des troupes ennemies sur son territoire et ne pas parler de ces troupes ennemies qui ont commis des crimes, qui ont fait des infiltrations, qui ont commis vraiment beaucoup de dégâts matériels également. Et donc, il faut régler ce genre de détails avant de parler d'un cessez-le-feu fiable. Et un cessez-le-feu fiable, on sait aussi que les États-Unis, avec Donald Trump, c'est simplement leur intérêt, les minéraux précieux de l'Ukraine qui sont en jeu. On a vu combien de fois à Washington, le président Donald Trump donnait des ordres à Zelensky pour signer tout accord. Et encore lui-même, il a dit qu'il allait reprendre la coopération militaire effective et les renseignements militaires avec l'Ukraine si tout cela était signé. Donc, pour nous, c'est normal que la Russie pose ses conditions pour être rassurée, pour voir que sur son territoire, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas encore un autre coup derrière ce genre de cessez-le-feu qu'on propose de 30 jours, parce que pour faire véhiculer les armes, on sait bien que ça peut, en 30 jours, beaucoup de choses peuvent se faire. Et donc, c'est normal que le président Poutine pose des conditions très claires avant d'aller sur une table de négociation pour un quelconque cessez-le-feu. Alors, chez Lou Lawson, une posture logique et également pour vous, le président russe qui dit oui, mais qui préfère avancer tout de même prudemment. Voici ce qu'il déclare à nouveau. Et il soulève plusieurs interrogations concernant les intentions réelles de Kiev en cas de trêve. Vladimir Poutine s'interroge justement sur l'utilisation de cette période de cessez-le-feu de 30 jours par les autorités ukrainiennes. Il dit, je cite, « Ces 30 jours seront utilisés pour faire quoi ? Pour permettre la poursuite de la mobilisation forcée, pour permettre l'acheminement d'armes là-bas, pour permettre la formation des unités nouvellement mobilisées. » Il s'est demandé également qui donnera les ordres de ce cessez-le-feu. Quelle valeur auront ces ordres chez Lou Lawson? On a l'impression que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, même si on avance aujourd'hui pour parler de paix, la légitimité du président ukrainien Volodymyr Zelensky refait surface. Alors, a-t-il raison aujourd'hui d'avancer prudemment dans la gestion justement de ce dossier autour de cet accord de cessez-le-feu de 30 jours? Absolument. Vous savez, nous sommes dans un point de basculement de cette guerre où on voit tous les facteurs de rapport de force, n'est-ce pas, s'aligner sur une forme de météo favorable pour la Russie qui est en train justement de gagner cette guerre. Alors, il faut voir dans la démarche du président Trump et également dans la capitulation, n'est-ce pas, des forces ukrainiennes à Kursk, que nous sommes en train justement de voir les éléments de la capitulation qu'il présente sous forme de négociation. Alors, le président Vladimirovitch Poutine a accepté l'offre de paix ou l'offre de trêve, n'est-ce pas, proposée par le président Trump, mais il a tout à fait raison de poser des conditions. Les conditions qui tournent autour, justement, d'une paix de longue durée. Donc, il faut faire un distinguo entre trêve et paix. Oui. Alors, il pose fondamentalement les conditions d'une paix de longue durée et également le fait de régler les causes profondes qui ont conduit au conflit. Et cela se structure autour de 4 ou 5 points essentiels. Le premier, c'est la dénazification, n'est-ce pas, de l'Ukraine, la démilitarisation de l'Ukraine, ce qui suppose alors une neutralité
pour l'Ukraine de ne pas rentrer dans l'OTAN. La question de Koursk qui est une question non négociable puisque c'est le territoire russe. Et d'ailleurs, les Ukrainiens ont fait une erreur tactique en voulant l'utiliser comme élément de négociation et de rechange. C'est la déflagration totale. Ils battent en retraite. Et donc, c'est une erreur militaire tactique absolument phénoménale qui va rester en tout cas dans l'histoire des guerres. Donc, ce repli, cette défaite donne encore des éléments, des arguments de force au président Poutine. Il y a la question des territoires occupés pour lesquels on ne peut pas revenir là-dessus. Et enfin, la fin des sanctions. Voilà les éléments de base pour pouvoir négocier une trêve de longue durée ou encore arriver à une paix durable. Sans compter, justement, toute la stratégie d'échec de l'Europe qui continue à tenir un discours guerrier en termes d'armement de l'Ukraine. L'autre élément qu'il faut aussi souligner, me semble-t-il absolument important, c'est justement la question de reconstruction de l'Ukraine, qui est également un des éléments importants des négociations. Et enfin, ce que j'appellerais la dézelenskisation de l'Ukraine, c'est-à-dire la perte du pouvoir de Zelensky et de toute son équipe pour faire émerger une nouvelle direction, pour pouvoir valider ou signer les accords de paix, pour faire entrer l'Ukraine dans une paix, pour également sauver des vies humaines. Je pense qu'il y a quand même des lueurs d'espoir. Il faut se féliciter justement qu'on a enclenché la démarche, en tout cas la détente, pour pouvoir arriver à une paix enfin entre les pays frères qui, en fait, il faut rappeler que l'Ukraine, c'est des Slaves, ils font partie de la Russie. Le cœur même de la capitale russe, c'était Kiev dans l'histoire. Donc, il faut rapidement arriver à la fin de cette lutte fratricide qui a été montée par les Américains d'ailleurs et les Européens. Mais aujourd'hui, l'administration Trump revient de meilleurs sentiments. Je pense que c'est ce qu'on appelle les facteurs favorables, les facteurs historiques favorables. Et ça, je le tiens de Dr. Naka qui a donné cette expression-là. Donc, nous sommes dans cette logique-là et il me semble que les choses vont aller rapidement tant qu'on trouve les conditions, ceux qui peuvent assurer, garantir, n'est-ce pas, les clauses de cet accord pour qu'on ne revive pas Minsk 1 et 2, toute la ruse mise en place par les Occidentaux qui sont aujourd'hui devenus des tentons. Alors, monsieur Ché, votre micro s'est désactivé. Vous allez l'activer et nous restons ensemble. Cette position tout de même prudente du président russe, Vladimir Poutine, ne va-t-elle pas complexifier l'implémentation de cet accord de cessez-le-feu vous parlez d'une paix durable. Le président russe également est favorable à cette paix durable en s'attaquant aux causes profondes justement de ce conflit. Ça, c'est vrai. Mais nous sommes également d'accord sur le fait qu'une paix durable en Ukraine passera également par un cessez-le-feu. Il faudra bien qu'à un moment donné, on essaie tout d'abord de mettre fin aux hostilités afin de s'asseoir sur la table et d'interroger par la suite les causes profondes de ce conflit. Vous savez, le cessez-le-feu ou la trêve est une condition, n'est-ce pas, de la paix de longue durée. Donc, le cessez-le-feu peut être à double tranchant. Ça peut peut-être servir tout simplement de fenêtre d'opportunité pour l'Europe, pour réarmer l'Ukraine. Donc, il faut déjà poser les bases, les cadres d'une longue négociation, qui va aboutir réellement à la paix. Donc, la trêve est juste une fenêtre. Tout dépend de la façon dont on veut l'exploiter. On peut l'exploiter comme une ruse pour relancer le conflit parce qu'on est à perte de vitesse. On peut aussi l'exploiter pour arriver à une vraie paix, une paix durable pour la cessation des hostilités. Alors, Sylvain, faut-il également remettre en cause, à l'image du président Vladimir Poutine, les véritables intentions de l'Ukraine en cas d'implémentation de cet accord de trêve? Vladimir Poutine estime que l'Ukraine pourrait utiliser justement cette période pour se réarmer, pour accepter le déploiement des troupes européennes sur son territoire. Est-ce que vous vous montrez également méfiant? Oui, c'est normal que le président Poutine se montre vraiment méfiant avec beaucoup de petits pas. C'est normal qu'il soit
vraiment méfiant à l'égard de l'Ukraine, parce que, ou bien à l'égard de ce qu'on propose. Nous l'avons déjà dit, on a vu Minsk 1 et 2. Aujourd'hui, on voit également la France et ses alliés qui sont vraiment excités et incités, qui sont en train de proposer de grosses sommes pour, en tout cas, des armées, une armée européenne pour aller au secours de l'Ukraine. Et donc, c'est le feu-là, il faut vraiment négocier tous les contours, il faut poser toutes les bases pour qu'une sorte de confiance arrive. Et voilà, vous avez vu que le ministre français, je crois, des Affaires étrangères, avait parlé de la naissance ou bien de la création de l'OTAN. Et aujourd'hui, il parle de la création d'une armée occidentale ou bien européenne. Donc, dans cette atmosphère-là, on ne peut pas avancer sans vraiment faire attention, parce qu'on ne sait pas à quel moment ces Occidentaux vont s'infiltrer dans ce corridor pour venir encore agresser ou bien agresser davantage la Russie. Voilà, parce que la France et ses alliés ne sont pas en train de démordre. Ils sont quasiment opposés même à toute négociation. Pour eux, il faut en finir avec la Russie. Et donc, ils sont opposés au trumpisme qui aujourd'hui propose en tout cas une sorte de négociation. Et ils ne sont pas, l'Europe n'est pas d'accord du fait que ces dirigeants soient écartés de la négociation directe avec la Russie. Et donc, la guerre, cette guerre-là, elle n'est pas encore terminée. Il faut que Poutine prenne ses responsabilités. Il faut qu'il soit prêt il faut qu'il s'apprête à accueillir tout ce qui va se passer. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'il pose des conditions. Il faut qu'il pose des conditions pour voir clair dans ce qui se passe réellement avant de parler de négociations, avant de parler de cesser le feu. Au lieu de parler de cesser le feu de 30 jours, un cesser le feu de 30 jours du moins peut faire basculer beaucoup de choses. On peut envoyer des armes, vraiment des armes. Alors si tous ces pays aujourd'hui, européens ou l'Amérique ou les États-Unis se désengagent face à l'OTAN et aux Occidentaux, qui eux-mêmes aujourd'hui disent qu'ils vont se prendre en charge pour régler les problèmes sur leur territoire, vous comprenez que Poutine a raison de prendre ses gardes, de se mettre en position de force pour dire attention, il faut qu'on avance doucement, très chers citoyens, parce que ce qui se dessine là, on ne peut pas leur faire confiance. Il n'y a aucun Européen dans ces 27 pays, il n'y a aucun Européen aujourd'hui qui décide de faire la mesure, c'est-à-dire d'avancer à petits pas, qui parle même de négociations. Aucun pays. Lorsqu'ils se réunissent, c'est simplement le vent en guerre. Il faut finir avec la Russie. Il faut finir avec la Russie. Il n'y a pas un seul pays qui propose vraiment le dialogue. Il faut finir avec la Russie, c'est cela. En tout cas, c'est la donne générale qui prévaut aujourd'hui en Occident. Tous les journaux, les télévisions, partout, les ministres et les premiers ministres, les présidents, c'est le même chant de cloche. Et donc, la Russie est en bonne position, ou bien en position de dire, je me méfie, je prends mes gardes et j'avance à petits pas. Merci à vous, Sylvain. Dans quelques instants, nous reviendrons sur la position officielle de l'Europe avec le va-t-en-guerre autoproclamé et Emmanuel Macron. Mais bien avant, chez Lawson, quelle appréciation portez-vous sur la façon dont les pourparlers de paix sont actuellement négociés? Nous étions plutôt optimistes quand Washington a décidé de négocier directement avec la Fédération de Russie. Et quelques semaines après, on nous annonce des pourparlers entre Washington et Kiev. Ces mêmes négociations qui ont abouti à cet accord de trêve de 30 jours. Plus tard, le président russe est saisi pour qu'il marque son accord vis-à-vis justement de cette trêve-là. De l'autre côté, l'Europe se réunit et ne cesse de multiplier justement des rencontres pour définir une approche commune, une approche de défense commune. Quelle est l'appréciation que vous faites justement de la façon dont ces pourparlers de paix sont actuellement menés?
Alors, est-ce que M. Ché nous reçoit? Alors, je pense que nous allons prendre la réaction de l'Europe, la réaction officielle de l'Europe, et juste après, nous retrouverons M. Ché. Légués au rang de spectateurs face aux négociations en cours autour du conflit en Ukraine, les Européens décident de prendre en main leur destin et celui de leurs protégés ukrainiens, au risque de se brûler les ailes. Paris, Kiev, Londres, Bruxelles, les responsables européens, avec en chef de file l'autoproclamé chef de guerre Emmanuel Macron, ont ainsi multiplié les sommets. Si jusque-là, ces derniers n'ont pas vraiment montré de résultats tangibles, le locataire de l'Élysée a finalement décidé de faire les choses en grand et a incité ses partenaires à augmenter leur budget de défense jusqu'à 3,5% de leur PIB, contre 2% actuellement. Réunis à nouveau ce 12 mars dans le cadre du format E5, qui regroupe la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et le Royaume-Uni, les ministres européens de la Défense ont évoqué la nécessité d'accélérer l'assistance à l'Ukraine. Enfin, le jour où les armes vont se taire, les capacités opérationnelles russes vont mécaniquement réaugmenter, et pour cause, 9 à 10% de PIB avec une industrie de défense qui, elle, est passée en économie de guerre. Vous voyez bien comment ce temps redevient un temps stratégique, et donc comment on fait, qu'est-ce que l'on imagine pour faire en sorte qu'au fond, ce cessez-le-feu négocié en cours de discussion ne soit pas un énième marché de dupes, et auquel cas, là, pour la sécurité de l'Europe, les choses seraient objectivement très sérieuses, parce que, y compris pour notre économie, y compris parce qu'entre-temps, l'agressivité russe ne sera pas allée en s'amenuisant. D'ailleurs, du reste, vous voyez bien, Nicolas Barotte, que depuis 2008, on ne peut pas dire qu'elle se soit affaiblie. Nous sommes conscients de notre responsabilité. Nous savons que nous devons agir davantage en ce qui concerne l'Ukraine, les dépenses militaires, la sécurité européenne et sur tous les fronts. Nous le faisons et continuerons de le faire. Et quant à l'intensification des efforts pour l'Ukraine, qui est au centre de nos discussions actuelles, cette année, le Royaume-Uni dépensera 4,5 milliards de livres sterling en aide militaire à l'Ukraine, la somme la plus élevée jusqu'à présent. Le Royaume-Uni et la France coordonnent conjointement les travaux concernant les plans de promotion de la paix et de mise en place de garanties de sécurité pour l'Ukraine. Nous accomplissons ce travail en coopération étroite avec les pays partenaires et nous cherchons à former une coalition de pays volontaires en Europe et ailleurs. La veille, les chefs militaires européens et d'autres représentants occidentaux se sont réunis à Paris pour des discussions préliminaires sur les contours possibles d'une force déployée en Ukraine. La question de la reprise en main par l'Europe de sa défense commune était bien entendu au menu après la signature la semaine dernière d'un plan de réarmement européen d'un montant de 800 milliards d'euros annoncé par Ursula von der Leyen. Et donc repartir du principe que la première des garanties de sécurité reste l'armée ukrainienne, que nous refuserons toute forme de démilitarisation de l'Ukraine et que le premier devoir justement des armées du continent européen est de se projeter sur le cadre doctrinal, capacitaire, intellectuel aussi, sur laquelle l'armée ukrainienne doit pouvoir reposer ses fondamentaux, non pas tant que pour l'année prochaine, mais pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 15 prochaines années. Des déclarations va-t-en-guerre et des décisions ambitieuses qui pourraient engendrer un retour de bâton au sein même du vieux continent. La chef de la Banque centrale européenne met en garde contre une nouvelle vague d'inflation dans la zone euro, une annonce qui crée des divergences parmi les pays européens. La présidente de la Commission européenne utilise la guerre en Ukraine et la crise des relations avec l'administration américaine comme prétexte pour accélérer la construction d'un super-État européen. Un tel État ne signifie qu'une chose, l'échec de l'Europe. Madame von der Leyen, voulez-vous acheter des armes pour 800 milliards d'euros ? S'il vous plaît, ne vous cachez pas quelque part derrière. Dites-nous juste comment vous avez acheté des vaccins. Je suis convaincu que si c'est vous qui l'avez fait, alors acheter des armes ne sera qu'une fraude de plus. Une fraude aux dépens des contribuables européens. Ce sont les familles européennes qui souffrent en ce moment et qui n'ont pas l'argent pour payer tout ça. Les politiques adoptées par la Commission mettent en péril l'ensemble des familles. D'abord opposés à un cessez-le-feu, les pays européens soutiennent finalement la trêve de 30 jours proposée par les États-Unis. L'Europe souffle donc du chaud et du froid sur la question ukrainienne, d'autant plus qu'en France, les députés de l'hémicycle se sont tout de même réunis avant d'adopter une proposition de résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine,
la perspective de son adhésion à l'UE et la saisie des avoirs russes gelés. Le texte final, amendé, encourage Français et Européens à étudier l'éventualité d'un déploiement des forces européennes de maintien de la paix en Ukraine. Une décision controversée, loin d'annoncer un futur paisible entre la Russie et le vieux continent, qui ne se gêne plus de tester les lignes rouges fixées. Alors, chez Lawson, vous avez suivi cet élément. L'Europe s'active, l'Europe se montre favorable à cet accord de cessez-le-feu de 30 jours, même si elle essaie également d'imposer certaines conditions. Il est hors de question d'entendre parler de la démilitarisation de l'Ukraine au regard justement des enjeux. Mais la question que je posais avant que nous prenions cet élément était quelle appréciation faites-vous de la façon dont ces pourparlers de paix sont actuellement menés? On a parlé dans un premier temps des négociations directes entre la partie américaine et russe. Plus tard, on nous a parlé des négociations entre Washington et Kiev, sans oublier l'Europe également qui tente de jouer sa partition. Je dirais quelque part l'idiot utile, n'est-ce pas, de cette guerre qui n'aurait pas dû arriver. L'Europe est en train de prendre en pleine face, je dirais, ce boomerang qu'elle a lâché d'une certaine manière. Et aujourd'hui, eh ben, elle n'est pas à la table de négociation. Elle est devenue le dindon de la farce. Toute la rhétorique, la guerrière, n'est-ce pas, d'armer l'Ukraine pour se défendre contre la Russie, cette stratégie, me semble-t-il, a été un échec sur toute la ligne. Voilà que l'administration américaine de Biden, à laquelle ils étaient accrochés un peu comme des wagons sans beaucoup de réflexion stratégique, eh ben, ce wagon, cette administration a eu son échec. Et l'arrivée de Trump a changé, a bousculé complètement les donnes. Et Trump, comprenant les enjeux, comprenant le risque, n'est-ce pas, d'escalade, de monter en crescendo et d'amener le monde à une troisième guerre mondiale, a vu justement le risque que font courir les Européens, qu'il faut le rappeler, a été toujours un continent où les guerres les plus violentes sont nées et ont dévasté je dirais, les peuples. Et donc, cette Europe-là n'apprend pas de son histoire. Elle est toujours dans ce narcissisme qu'elle a construit par la violence et la prédation vers les autres peuples à travers l'esclavage en Afrique, encore la colonisation, la néocolonisation. Donc, ces 600 ans de domination a créé une forme d'arrogance, n'est-ce pas, de narcissisme, une certaine rigidité intellectuelle qui les fait croire, en tout cas ils ont une idée de même ces Européens comme quoi ils sont l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas, de l'humanité. Mais les choses sont en train complètement de changer. Ils perdent n'est-ce pas, cette posture. En tout cas, le curseur se déplace, les plaques tectoniques sont en train de bouger de l'Est, de l'Occident vers l'Orient, avec la montée en puissance d'autres formes comme les BRICS, par exemple. Et donc, l'Europe ne comprend plus ce qui lui arrive. Et au lieu de faire une réflexion stratégique, ils s'accrochent à ce sentiment, n'est-ce pas, de pouvoir dicter, de pouvoir prononcer des fatwas, ou encore des déclarations Urbi et Orbi, ou Stase, vous voyez. Et donc, alors cette stratégie les amène toujours à pouvoir continuer dans cette logique guerrière de chercher à soutenir l'Ukraine par la guerre. Alors que les dés sont déjà pipés, nous sommes dans la période de la capitulation de l'Ukraine, et cette capitulation, eh bien, ça va se faire avec les conditions de la Russie, parce que c'est la Russie qui sort gagnante de cette guerre qui, comme je l'ai dit au début, n'aurait pas dû arriver. Trump le comprend si bien, et c'est pourquoi il va vers
le président Poutine. Et donc, c'est ces deux empires, n'est-ce pas, qui se donnent la main, qui comprennent justement que l'équilibre de la terreur est nécessaire. Et ça nous renvoie encore à l'histoire avec la conférence de Yalta, où cette même Europe qui a commencé une guerre, cette guerre, elle a été victime justement de la guerre. Il a fallu justement la Russie et les Américains pour pouvoir justement asseoir la paix avec la conférence de Yalta et construire, en tout cas dessiner la structure de l'ordre géopolitique mondial. Nous sommes encore en train de vivre un peu ce bis repetita où non seulement on va arriver aux conditions de la paix, mais aussi ça va dessiner, n'est-ce pas, les nouvelles cartes, en tout cas les contours topologiques de cette nouvelle géopolitique mondiale qui va gouverner le monde et qui fera déplacer justement le curseur vers d'autres puissances émergentes, notamment les BRICS sur le continent asiatique ou encore sur le continent africain. Merci à vous, chez Elou Lawson, et voilà qui nous sert de transition pour aborder la principale thématique de la soirée consacrée à cette probable adhésion du Togo à la Confédération de l'AES. L'annonce a été faite par le chef de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Dussé, qui, via une publication sur ses plateformes numériques, a signifié, a soutenu mordicus que l'adhésion du Togo à l'AES était plus que jamais nécessaire et qu'elle s'appuyait sur 3 leviers essentiels: l'accès stratégique maritime, l'unité politique renforcée ainsi que la souveraineté africaine affirmée. Pour ce dernier, la démarche de Lomé suscite l'intérêt et marque un tournant dans la politique africaine. Quels sont aujourd'hui les atouts sur lesquels mise particulièrement le Togo? Quelles en seront les implications au niveau de la sous-région de façon générale? L'adhésion du Togo à l'AES peut-elle être considérée comme une réalité ou alors s'agit-il d'un simple calcul politique? Avant, messieurs, de passer la parole autour de cette thématique, je voudrais que nous plantions tout d'abord le décor avec le concours de la réalisation. Lomé a fait savoir à travers le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussé, que le Togo pourrait devenir le 4e membre de l'Alliance des États du Sahel. Dussé assure que l'adhésion du Togo à l'AES procurerait un accès à la mer au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le Togo envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, une décision stratégique qui pourrait renforcer la coopération régionale et offrir un accès à la mer aux pays membres. Une démarche qui suscite l'intérêt et marque un tournant dans la politique africaine. Cependant, une question majeure se pose. Le Togo devra-t-il quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour adhérer à l'AES? Rappelons que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur retrait de la CEDEAO en janvier 2024, accusant l'organisation d'être sous l'influence de la France. L'adhésion du Togo à l'AES impliquerait donc une remise en question de son appartenance à la CEDEAO. Ajoutons que ce n'est pas la première fois que Robert Dussé fait de telles déclarations. Le chef de la diplomatie togolaise avait déjà annoncé dans une interview sur Vox Africa qu'il n'était pas impossible que son pays rejoigne l'Alliance. Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. D'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidence de la République, comme vous le saviez aujourd'hui. Nous mutons vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? Au-delà du cas togolais, l'AES gagne en influence sur le continent africain. Fondée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, cette alliance vise à renforcer la coopération régionale. Le président gagnant nouvellement élu, John Dramani Mahama, lors de sa tournée du 8 au 11 mars dans l'AES, a annoncé que l'alliance était désormais une réalité à prendre en compte absolument dans la sous-région. Nous allons pouvoir travailler afin que puissent exister des relations dignes de son nom entre l'AES, la Confédération des États du Sahel qui existe, qui est irrévocable, et aussi la CEDEAO. L'intérêt du Togo pour l'AES reflète les dynamiques en cours sur le continent africain. L'adhésion du Togo, pays côtier disposant d'infrastructures portuaires stratégiques, pourrait en effet renforcer le poids économique et géopolitique de l'AES. Reste à voir comment les dirigeants de l'Alliance accueilleront l'intention d'adhésion du Togo.
Alors, avant d'ouvrir le débat autour de cette thématique, je voudrais tout d'abord apporter cette précision. L'article 11 de la charte du Liptako Gourma encourage l'intégration de nouveaux membres partageant des critères culturels et idéologiques similaires à ceux du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso. Sur le plateau, nous sommes rejoints par Patient Parfendorme. Bonsoir à vous, doyen. Vous serez peut-être le premier à réagir sur cette thématique. Quelle crédibilité faut-il donner à cette déclaration du professeur Robert Dussé, qui estime qu'en intégrant la Confédération des États du Sahel, le Togo pourrait d'une façon ou d'une autre s'appuyer sur 3 leviers essentiels. L'accès stratégique maritime, avec justement le port de Lomé qui pourrait servir de transit pour les marchandises des pays de l'AES, l'unité politique renforcée, le combat pour lequel vous vous battez au quotidien, cette unité politique du continent, mais surtout la souveraineté africaine affirmée. D'abord, bonsoir à tous. Je crois que la question de l'adhésion de l'AES ne doit pas devenir une espèce de fonds de commerce pour tous les aventuriers politiques de tous bords au niveau du continent africain qui refusent de donner la plénitude de la souveraineté à leurs propres concitoyens pour se réfugier derrière les chimères comme cette histoire de l'adhésion du Togo au niveau de l'AES. Ça vous n'êtes pas un peu dur en traitant justement il faut être dur. Les autorités togolaises d'opportunistes. Ils sont très opportunistes par rapport à cette histoire de leur adhésion à l'AES. Parce qu'ils mettent en avant des présupposés qui sont faux de bout en bout. Vous avez parlé par exemple de la question idéologique. Où est la cohérence idéologique entre un pouvoir familial et clanique qui dure depuis l'assassinat de président Olympio jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui règne sans partage au niveau du Togo. Et après toutes ces longues années de souffrance pour ce peuple, avec les violences que ce peuple a subies, est-ce que l'AES aujourd'hui sera comme un dépotoir de tous ceux qui ont tourné le dos, n'est-ce pas, à une fraternité sincère vis-à-vis de leur peuple pour le fallacieux prétexte de prolonger indéfiniment certains pouvoirs claniques et familiaux. Il faut faire très attention avec cette affaire. Donc pour moi, ça va être un peu comme un mariage impossible. Nous avons d'un côté l'AES qui est une structuration, une fondation réellement authentique d'une souveraineté africaine affirmée, et d'un côté un opportunisme de mauvais aloi qui tente de s'agripper à quelque chose qui reçoit l'assentiment de l'ensemble du peuple africain aujourd'hui pour faire peau neuve. Ce n'est pas cela qu'on demande au gouvernement togolais. Il est passé d'un régime présidentiel à un régime pratiquement parlementaire, mais en chamboulant complètement la donne et en se redonnant la possibilité de maintien au pouvoir de ce clan familial habitam aeternam. Alors que les Togolais, je crois que chez Lonsomba nous le rappelait maintenant, c'est lui qui a les chiffres, continuent de croupir dans les prisons. Les droits élémentaires au Togo, n'est-ce pas, sont complètement piétinés par ce pouvoir. Il n'y a pas un véritable développement économique au niveau du Togo, malgré le fait qu'ils ont justement ce bord de mer. Donc, il faut... Et que faites-vous justement de tous les éléments qui sont relevés par le professeur Robert Dussé? On parle tout de même de l'accès maritime, qui est un axe stratégique. Vous vous souvenez du positionnement de la diplomatie togolaise au moment de la brouille entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et ces pays de l'AES. Le Togo a été l'un des rares pays à avoir refusé de fermer ses frontières à ce pays, parce qu'en parfum cette façade maritime a été utilisée. Que faites-vous de l'unité politique renforcée, évoquée par le professeur Robert Dussé? Que faites-vous de la souveraineté africaine affirmée? Est-ce qu'il faudrait d'un revers de la main balayer tout de même ces arguments pertinents, à mon avis, qui sont évoqués dans cette publication, ou du moins dans cette sortie? D'accord. Quand on parle de souveraineté africaine, n'est-ce pas, il y a des choses qui sont tangibles. En quoi le Togo, lui, actuellement, est un État souverain? En quoi? C'est un pays encore sous domination impérialiste par les deux bons. En quoi? Donc, il ne faut pas utiliser l'histoire de cet accès à la mer. D'ailleurs, il se comporte là pratiquement comme les commerçants de la pire espèce que nous avons dans nos marchés, parce que les bateleurs en foire. Donc, il faut faire très attention.
il faut faire attention avec ces propositions qui sont des propositions même extrêmement dangereuses à la limite, si sur le plan même du renseignement, tout n'est pas bien analysé et dosé pour voir s'il n'y a pas une autre idée derrière. Parce que le Togo actuel, dans sa configuration actuelle, dans son existence actuelle, dans sa manière de fonctionner actuelle, est complètement aux antipodes de l'idéal que est en train de mettre en avant les États de l'AES. Donc ce n'est pas parce que les États de l'AES n'ont pas un accès à la mer facile que n'importe quel premier venu, n'importe quel kidam viendra leur vendre cette affaire-là comme si c'était la chose qu'ils devaient absolument courir vers ce pays parce que cela leur permettrait de résoudre un problème stratégique. Je rappelle quand même que l'AES vient de recevoir la visite du président ghanéen. Oui. Qui a aussi fait des propositions qui vont dans le sens de leur donner des possibilités d'ouverture à la mer. Donc, est-ce que c'est une course effrénée? Bon, pour le président Dramani Mahama, lui encore, il bénéficie, n'est-ce pas, d'une certaine crédibilité, ce qui n'est pas le cas du Togo. Donc, il faut que les dirigeants togolais balaient d'abord devant leur propre case et qu'ils arrêtent de vendre du vent, n'est-ce pas, aux Africains, parce que quand vous regardez M. Ducé, vis-à-vis de qui je n'ai aucune haine particulière, mais je le trouve extrêmement, je trouve malséant cette manière de tenter de démontrer au monde entier et aux Africains que le Togo est enfin, n'est-ce pas, ce pays qui est acquis à la cause panafricaine, alors qu'il repose, il est assis sur des piliers qui ont créé le premier crime impardonnable contre le panafricanisme, justement. N'oublions pas que le premier coup d'État, n'est-ce pas, au niveau de ces pays-là, c'est au Togo. Et ils ont tué qui? Ils ont tué la personne, justement, qui a posé la question de franc CFA et qui voulait en sortir. Donc, il y a une continuité de cet État jusqu'aujourd'hui. La preuve, l'actuel gouvernement togolais n'a jamais remis en cause la question de franc CFA. Donc, l'AES ne doit pas prendre n'importe quoi. C'est vrai, on dit que dans le jargon chinois, quand on ouvre une fenêtre, c'est pour recevoir de l'air frais. Cela est sûr et certain. C'est le sens de l'achat d'Iptako Gourma. Oui. Mais peut-être là, ce ne sont pas seulement une mouche qu'on reçoit, mais c'est un essaim de mouches qui risque de rentrer au niveau de l'AES et dénaturer complètement, n'est-ce pas, la vision, le projet, n'est-ce pas, panafricain et extrêmement important pour les Africains que constitue l'AES. Donc, moi, une fois de plus, je crois qu'il y a des gens qui ont créé un problème. Ils ont peur qu'au niveau de leur père, ils soient questionnés ce nouveau régime qu'ils sont en train de créer, qui va consacrer la durée indéfinie d'un clan familial au pouvoir. Et pour cela, ils sont prêts à aller se réfugier dans l'AES. Et ils donnent même un très mauvais exemple, une très mauvaise vision de l'AES. L'AES, cher monsieur, ce n'est pas un espace où les peuples n'ont plus de parole. Ce n'est pas un espace où on peut piétiner la souveraineté populaire parce qu'on va rester au pouvoir éternellement. Donc l'AES ne peut pas être un réceptacle qui prend toute cette culture de caniveau de ces dirigeants france-africains qui ne veulent pas comprendre qu'au-delà du fait qu'ils sont au pouvoir, il y a aussi les exigences, mais surtout la volonté du peuple qu'il faut respecter un tant soit peu. Donc moi, je le dis avec des mots simples, que ce qui se passe là, c'est une opération à la pem-pem-pem, n'est-ce pas, de M. Doucier pour tenter, en fait, il intimide la CEDEAO en nous disant, si vous tentez de rentrer dans nos affaires, voici ce dont nous sommes possibles, voilà ce que nous sommes possibles de faire. Mais en même temps, ça peut être une opération bien montée de la puissance française pour introduire justement le ver dans le fruit, parce que je ne vois pas en quoi et comment M. Faure Yadima aujourd'hui correspond au canon et au canon de prise de pouvoir aidé par le peuple que les différents dirigeants de l'AES aujourd'hui peuvent se targuer. Et pour moi, c'est une fois de plus quelque chose qui chagrine de voir encore les dirigeants africains en plein 21e siècle, au lieu vraiment d'être en cohérence avec le propre peuple, d'être en cohérence avec l'idéal même du panafricanisme, continuer de prolonger cette traîtrise qui a fait
le malheur de l'Afrique et du panafricanisme, mais cette fois-ci avec une nouvelle toge, la toge de quelqu'un qui soi-disant se présente comme panafricain. Je ne crois pas du tout. De toute façon, c'est mon point de vue et j'espère que les dirigeants de l'AIS seront assez vigilants de ne pas accepter tout parce que ça va être un mariage entre la carpe et le lapin. Voilà. Sylvain Nobogou, le Togo, 4e membre de la Confédération de l'AES, y croyez-vous ou pas? Merci. Je souris depuis un certain temps que j'ai entendu cette question. Vous savez, les Africains, il y a beaucoup de nos intellectuels avec leur position, leur prise de parole, qui nous donnent l'impression que ce sont des intellectuels formés au rabais. C'est le cas du professeur Robert Dussé, qui intervient 2 fois sur ce point. Mais est-ce que le Togo s'est départi de la France? Est-ce que le Togo est prêt à quitter la CEDEAO? Est-ce que Faure Gnassingbé est prêt à libérer au moins 100 prisonniers politiques qui sont au Togo? Est-ce que le Togo est prêt à laisser les Togolais s'exprimer? Au Togo aujourd'hui, la presse est muselée, la population est muselée, l'opposition est muselée. Ce président qui met son propre frère en prison au nom du pouvoir. Le Togo qui a provoqué l'escalade des coups d'État en Côte d'Ivoire après l'assassinat de Sylvanus Olympio. Voici quelqu'un qui a changé toute la constitution togolaise pour se maintenir au pouvoir. Pour nous, tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est une stratégie de self-protection, c'est-à-dire se protéger lui-même, durer au pouvoir et en tout cas, au cas où la France voulait l'enlever, ou bien si on se demande même s'il n'est pas une top de la France qui veut pénétrer en tout cas l'AES. Faure Gnassingbé ou bien le Togo, dans sa composition actuelle, n'est même pas prêt à respecter les règles d'entrée dans l'AES. Le Togo ne peut pas être, en tout cas, un 4e membre, parce que les membres fondateurs qui ont créé l'AES sont des gens qui sont vigilants. Ils sont des militaires comme lui, peut-être, c'est ce qui le fait chanter, mais nous pensons que Faure Gnassingbé et son gouvernement, en tout cas, ce pouvoir qui est aujourd'hui un pouvoir, un royaume, c'est un roi qui oppresse sa propre population, ne peut pas oser devenir un 4e membre ou bien le 4e membre en tout cas de l'AES. Parce que l'AES n'est pas une poubelle, n'est pas un foutoir où on vient se reposer pour donner l'impression qu'on aime la population. D'abord, l'AES, sa première force, c'est sa population. Sa population qui a propulsé ses leaders au pouvoir. Sa population qui a eu assez des exactions de la France et de la France-Afrique. Donc, sa population qui a dit assez, c'est assez. Est-ce que Faure Gnassingbé aujourd'hui est prêt à laisser sa population de s'exprimer dans la rue comme elle veut? Je demande au professeur Robert Dussé de d'abord donner des conseils à Faure Gnassingbé, de laisser ces prisonniers-là, ces femmes, ces jeunes gens, ces étudiants qui croupissent en prison. Il faut qu'ils les laissent s'exprimer. Le port du Togo, mais le Ghana a un port, il y a des ports partout. Le Sénégal a un port. Ce sont des négociations qui vont se faire. Et donc, il ne peut pas utiliser cela pour dire le Togo va faire son entrée au nom d'un accès maritime, la cohésion politique ou bien la souveraineté africaine. Ceux qui dirigent aujourd'hui le Togo ne sont pas des panafricains. Ils ne sont pas des panafricains. Ils prennent le panafricanisme comme une protection, comme un parapluie. Et ils se cachent là-dessous. Voici ce qui se passe réellement au Togo. Au Togo, il n'y a plus d'opposition. Tous les opposants, les vrais opposants sont écartés. Ils sont en exil. Voici notre frère Lawson qui est au Canada également, où Donald Trump pouvait aller l'envahir.
Mais je vous dis que le Togo, dans sa composition actuelle, depuis plus de 60 ans, une famille, une seule famille, ayant des marques, qui a tourné ce pays-là en une affaire familiale, on ne peut pas accepter un tel pays dans l'AES. Parce que l'AES, c'est un idéal. C'est l'idéal qui veut libérer l'Afrique. C'est une référence aujourd'hui vers laquelle on aspire, vers laquelle tous les pays africains, la jeunesse, les panafricains aspirent. C'est l'AES qui donne le temps, qui donne la feuille de route. Est-ce que le Togo est capable de respecter le minimum des règles qu'il faut respecter pour être dans l'AES? Je dis non, le Togo, dans sa composition actuelle, est incapable. Parce que ceux-là qui sont au pouvoir ont pris goût au pouvoir. Ils se disent qu'ils sont l'alpha et l'oméga du peuple togolais. Donc, ils peuvent décider de leur vie, de leur mort. C'est cela au Togo aujourd'hui. Donc, ces gens, il faut qu'ils quittent le pouvoir pour qu'on parle du Togo comme quatrième membre de l'AES. Voilà. Chelou Lawson, vous avez suivi les interventions, du moins les positions de vos copanélistes autour de cette probable adhésion du Togo à la confédération de l'AES. Votre pays remplit-il les conditions de cette adhésion en question? Parce que là, quand on écoute le professeur Robert Dussé, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le peuple togolais, lui, est prêt. Il ne manque plus que la décision du président Faure Gnassingbé. Je crois que la question que vous posez, la réponse est tout à fait non. Un non sans appel. D'abord, considérons les faits. Les faits dans leur altéralité. La forme, d'abord. Vous imaginez la façon dont les autorités togolaises sont en train de jouer avec cet idéal panafricain, cet effort de rupture avec la France-Afrique, cette domination impérialiste, néocolonialiste qui fait la fierté de tous les Africains. Alors, pour adhérer sur la forme, pour adhérer à l'AES, vous imaginez, c'est un ministre, soi-disant des Affaires étrangères, qui se permet de publier sur Facebook, voilà, on veut aller à l'AES, voilà nos conditions, ou voilà un peu nos atouts. Est-ce que vous pensez que c'est très, très sérieux? Ce n'est pas l'AES qui nous dit qu'ils ont reçu une demande des Togolais, des autorités togolaises qui sont en train de les étudier. Non, c'est plutôt Dussé qui joue un peu au Trifillon, soit dans les médias qui parlent de l'adhésion du Togo. Donc tout ça ne nous semble pas très sérieux. Pour arriver au fond, M. Nguéni, d'abord, c'est quoi l'AES? Nous le savons tous. Le général Assimi Goïta a posé, n'est-ce pas, les fondements, les principes. Alors, nous avons été interrompus. J'espère que nous aurons l'occasion de retrouver justement M. Chelou Lawson. L'avons-nous ou pas au niveau de la réalisation? Je disais que le général Assimi Goïta a posé fondement les piliers fondamentaux de ce qui porte cet idéal de l'AES, qui est une volonté manifeste des Africains d'aller vers la rupture ontologique, la rupture avec ce système néocolonialiste, impérialiste imposé, n'est-ce pas, par la France depuis les indépendances. Et cela s'articule autour de trois principes. Le premier principe, c'est la souveraineté. La souveraineté suppose justement la dénonciation des accords et à Léonais imposés par la France. Et donc, on a vu le Mali dénoncer ces accords, on a vu le Burkina et le Niger également. A-t-on vu une seule fois le Togo dénoncer ces accords léonais qui, d'ailleurs, a vu l'assassinat, comme l'a rappelé tout à l'heure Pafindom, l'assassinat du premier président démocratiquement élu du Togo, le président Sylvanus Olympio, qui a rejeté les accords léonais, le franc CFA, et qui a vu son assassinat. Et depuis, la France a installé un régime de terreur.
monarchique de père en fils qui dure 62 ans. Ce régime qui a transformé le Togo en une prison à ciel ouvert. Donc, il n'y a aucun élément. Vous voyez, puisque le régime est fondé justement sur cette violence et terreur, mais aussi le rejet, n'est-ce pas, de cette volonté des Africains, du peuple togolais, de disposer de sa souveraineté, de sa destinée. La France s'y est opposée et en contrepartie a imposé ce régime dont l'héritier aujourd'hui est Faure-Gnassingbé, et Faure-Gnassingbé aussi, à la mort de son père, s'est imposé aux Togolais par un coup de force, 4 coups d'État, institutionnel, constitutionnel, militaire et électoral, et depuis 20 ans, il s'est imposé aux Togolais. À la fin de ces 20 ans, le monsieur décide tout simplement d'arracher aux Togolais le droit de choisir leurs dirigeants. Il se crée lui-même, il se fabrique une constitution où il se proclame président à vie, et donc il n'a pas de compte à rendre aux Togolais. Voilà le résultat d'un système diabolique, méphistophélique, imposé par la France aux Africains pour pouvoir justement les esclavagiser, les dominer, les exploiter. Voilà. Et donc, les pays de l'AES sont allés complètement vers la rupture avec ce système à travers le principe de souveraineté. Le deuxième élément fondamental, c'est le choix, n'est-ce pas, des politiques en tenant compte, en priorisant les intérêts des Maliens, donc les intérêts de l'AES. On a vu comment le président Tiani a été allé vers la rupture avec Areva, qui a exploité le Niger pendant des années, alors que les Nigériens sont exposés à la poussière nucléaire avec toutes les conséquences. On a vu comment s'est accaparé de l'or, n'est-ce pas, du Mali, du lithium également et du Burkina. Ces présidents-là sont allés vers des choix stratégiques qui orientent aujourd'hui, n'est-ce pas, les ressources vers la construction non seulement de leur pays, mais aussi de régler les problèmes de leur population. Donc on voit un choix stratégique, on voit une rupture. Dans le cas du Togo, est-ce que vous avez vu un seul acte? Le port dont parle Monsieur Doucet, mais ce port qui est le seul port en eau profonde a été, je dirais, donné en cadeau à Bolloré, une entreprise française. Et aujourd'hui, en France, il y a un procès d'ailleurs où Bolloré, pour la première fois dans l'histoire de l'histoire politique de l'Afrique, Bolloré a plaidé pour corruption de chefs d'État étrangers. Donc c'est rare d'avoir la preuve formelle de corruption d'un chef d'État étranger parce qu'il n'y a pas de preuve. Ici, nous avons une preuve où Bolloré dit oui, j'ai corrompu un chef d'État étranger. Donc, Faure-Gnassingbé, j'ai obtenu ce port-là pour, asseyez-vous très bien dans vos fauteuils pour 30 ans. Pour 30 ans, le Togo n'a plus, n'est-ce pas, n'a plus de droit sur son port parce que c'est devenu une propriété privée d'une certaine manière de Bolloré. Alors, quand vous comparez ça à la politique qui se fait dans l'AES, vous comprenez que nous sommes à milieu justement de cette rupture, de cette volonté d'aller vers quelque chose de nouveau qui tient compte de la dignité des Africains. Enfin, la question de la diversité, la diversification des partenaires qui est le troisième pilier. Le Togo aujourd'hui étant toujours contrôlé sous perfusion de la France-Afrique n'a pas le droit d'aller diversifier, n'est-ce pas, ses partenariats avec qui il veut en fonction de ses intérêts. C'est la décision de la France, c'est la décision des multinationales françaises, tout simplement pour pouvoir préserver le pouvoir de Faure-Gnassingbé, comme le cas du port autonome de Lomé et de Bolloré. Eh bien, il n'a pas cette liberté de pouvoir le faire. Donc, vous comprenez que les autorités togolaises ont toutes les chaînes, n'est-ce pas, de la néocolonialité, les chaînes de l'impérialisme. Ils l'ont accepté pour pouvoir créer une forme de bourgeoisie familiale qu'on appelle une bourgeoisie comprador. Comprador est du portugais qui veut dire butin, enrichir l'étranger. Ils sont en plein là-dedans. Alors, comment ces messieurs-là peuvent même envisager, n'est-ce pas, rentrer dans l'AES sans faire de rupture, pour faire de rupture fondamentale. Donc nous sommes ici dans ce qu'on appelle du faussaire, n'est-ce pas, de l'escroquerie, de l'arnaque, tout simplement du braquage, qui cache une volonté de Faure-Gnassingbé de pouvoir jouer
avec l'AES, avec la CEDEAO, c'est une forme de chantage à la CEDEAO, puisque la CEDEAO est remise en cause dans son fonctionnement, dans ses échecs. Il faut donc revenir à des fondamentaux pour pouvoir sauver l'organisation. Et les moutons noirs de la CEDEAO, notamment le Togo, avec le refus de l'alternance, avec des gouvernances kakistocratiques, le cas également de la Côte d'Ivoire, et dont ces présidents qui ne veulent pas accepter l'alternance dans le cadre de la CEDEAO sont pointés du doigt. Et sa 5e République aussi n'est pas acceptée au niveau de la CEDEAO. Donc il menace, si vous ne voulez pas, je vais aller à l'AES, alors que les conditions même pour entrer à l'AES sont encore plus, je dirais, les conditions sont plus radicales dans le choix, dans la posture et également dans la vision. Donc, de ce point de vue, on voit que tout simplement, ils sont en train de jouer. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Le Ghana est, avec l'arrivée du nouveau président, et vous avez vu l'accueil chaleureux, militant que le peuple ghanéen a offert au capitaine Ibrahima Traoré. Parce que ce peuple a une mémoire, la mémoire du panafricanisme, la mémoire de la rupture avec la France-Afrique, donc la mémoire de Kwame Nkrumah, la mémoire de Rollis. Il ne peut qu'applaudir ce président. Et très rapidement, ils sont allés vers des choses sérieuses, c'est-à-dire comment le port de Téma peut servir, n'est-ce pas, de façade maritime pour l'AES. Ils sont en train même de travailler sur la construction d'un rail qui va desservir l'AES, alors que le Togo était là depuis. Et donc, quand les autorités togolaises voient ça, ils sont dans une forme de concurrence. Donc, ils sont en train de pouvoir chercher à faire de l'éventail pour dire, c'est nous avons aidé quand vous étiez en difficulté, c'est avec nous que vous deviez faire. Mais en réalité, le Togo ne répond pas à aucun critère en ce qui concerne justement cette nouvelle orientation, cette nouvelle stratégie, cette rupture. Rappelons quelques éléments. Oui, pour sortir de ce chien, avant d'aller au standard. Je vais terminer là. Damiba est à Lomé. Et c'est autour de Damiba que s'organise avec la France-Afrique, avec la France, comment aller déstabiliser le Burkina. Et ce n'est que... ça s'est déjà passé dans l'histoire avec le cas de l'assassinat de Sankara. Le fils de Bazoum est à Lomé, vous voyez. Et tous les mercenaires, on dit souvent qu'il n'y a pas de base militaire au Togo, mais c'est faux. Les Américains, les Français sont au Togo. Ils ont une base au nord du Togo en train de faire des préparations pour voir comment ils vont envahir, n'est-ce pas, l'AES. Donc, tous ces éléments sont là et Faure Gnassingbé est en train de jouer avec ça tout en montrant une certaine posture. N'est-ce pas? Il nage entre les deux eaux, il joue une posture comme s'il était en train d'aider l'AES, mais en réalité, c'est lui c'est par lui que si l'AES devait attaquer, ça va être par lui que l'AES va être attaqué, puisque tous les éléments concordent à cette éventualité. Donc, il me semble que les Africains doivent sortir un peu de ce rêve éveillé en pensant que oui, on va avoir un 4e pays, etc. Si le Togo rentre dans l'AES, c'est la fin de l'AES, parce que ça va être une explosion, un naufrage collectif, parce que ça va nous ramener à la case de départ sur des questions de sécurité, puisque le Togo n'a pas rompu avec l'OTAN, et donc en termes de stratégie de sécurité, si les éléments togolais rentrent dans le système de sécurité de l'AES, il me semble quand même qu'il y a des raisons de croire, en tout cas, à une forme de déflagration d'une certaine manière. Et donc, quand vous mettez tous ces éléments en perspective, vous vous rendez donc compte que nous sommes ici dans l'arnaque, nous sommes dans du faux, faux et usage du faux, et ça montre également que ces autorités-là sont des plaisantins et ils ne comprennent rien à la nouvelle dynamique de l'Afrique. Ils sont tout simplement en train de bluffer avec l'opinion pour pouvoir tirer leur plein du jeu. Faure Gnassingbé n'aime pas l'AES, n'aime pas la CEDEAO, il n'aime que lui-même et il joue pour pouvoir maintenir son pouvoir de vitéran sur le Togo, en transformant le Togo en une prison à ciel ouvert où l'humanisme fondamental qui est au cœur même de la démarche panafricaine, on ne le voit pas au Togo puisque les Togolais sont en train d'être assassinés en prison. Je termine par un élément. En 10 secondes, M. Chi. Pour montrer comment les autorités togolaises sont dans le faux
dans, n'est-ce pas, le bluff politique, il y a le journaliste Alain Foucault qui a été à l'antenne de RFI pendant une trentaine d'années, qui a fait sa valise au Togo avec son... mais monsieur Ché, je ne voudrais pas que le débat se... Mansa, qui annonce, monsieur Nguéné, qui annonce une conférence panafricaine au Togo en juin prochain. Donc, on veut inviter les Africains à venir fêter, parler du panafricanisme au Togo, alors que les Togolais sont enchaînés dans une forme de prison. Tout ça, c'est du bluff politique, ce n'est rien de sérieux. Les Togolais vont se révolter, sont en train de se préparer pour se révolter contre ce régime, puisque après 20 ans de pouvoir, Faure n'a plus, nous sommes dans une période de vacances du pouvoir, Faure n'a plus, n'est-ce pas, la légitimité ni la légalité de se prétendre gouverner encore le Togo. Et donc, nous allons vers une désobéissance et une révolte pour le chasser. Peut-être pas de révolte, comme vous le dites, pas dans le sens propre du terme, parce que nous également, nous ne sommes pas là pour encourager justement les insurrections. Merci à vous, Chelou. Monsieur Fortuné, vous faites bien de nous rejoindre. Vous réagissez depuis le Togo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci. Merci à Forum Média pour le travail que vous abattez. Je vous ai pris de court. En fait, l'adhésion du Togo à l'AES, mon frère Chelou Lawson vient de le mentionner que c'est du bluff. Bon, nous allons dire que nous pouvons ne pas admirer comme admirer le pouvoir togolais, mais lorsque elle pose certains actes, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Parce que quand ces pays de la CEDEAO se sont debout contre les 3 pays de l'AES, le Togo a été le seul pays à ne pas porter de sanctions à ces peuples. Car en Afrique, on dit, lorsque la maison du voisin brûle, c'est quand tu te dis que ça ne te concerne pas, c'est que le feu viendra à ta maison. Donc, le Togo a été le seul pays à ouvrir son port pour laisser transiter les marchandises à destination des pays de l'AES. Est-ce que ça, c'est du bluff? Non. Je vais le dire, je suis un jeune, je suis dans la trentaine, mais si on dit alternance au Togo, et ne pas vouloir de l'alternative au système, parce qu'il ne suffit pas de dégager quelqu'un et dire que c'est de l'alternance. Nous avons hérité d'un pouvoir datant des indépendances fallacieuses. Mais aucun de nos opposants, anciens comme nouveaux, ne se sont jamais levés contre le système français. C'est parce que c'est ça qui est en train de miner la population togolaise. Ce n'est pas le pouvoir dont a hérité M. Faure Gnassingbé. Il ne faut pas, c'est que lui aussi il est en train de chercher à se libérer de ce système. Mais est-ce que nos opposants ont permis à ce que nous puissions arriver à là? À chaque fois, c'est que 20 ans de pouvoir. Non. J'ai su la population togolaise, là où elle est. Si le pouvoir togolais dirige bien, on le critiquera sur sa gouvernance. Et non parce que quelqu'un a fait 20 ans ou quoi. Non. Et cette démocratie de merde est en train de miner nos pays. Je le dis et je le répète, si le Togo décide de rejoindre l'AES, pour moi, c'est une bonne chose. Laissons voir. Si c'est du bluff, je suis sûr que les 3 pays confédéraux de l'AES ne sont pas des enfants pour se laisser entreprendre dans ce que mon grand frère est en train d'appeler du feu. Laissons voir, donnons du temps au pouvoir togolais. Je suis sûr qu'elle prendra ses marques. Oui, que pour sortir, Fortuné, pour sortir. Pouvoir hérité du papa est en train de dominer, mais ce n'est pas cela qui va faire que lorsque le pouvoir togolais pose certains actes, on ne la félicite pas et qu'on observe. Mais dire que du bluff, des fois, c'est décourager ceux qui sont en train de prendre ce genre de décision. Merci. Merci à vous, Forum Média, et je vous exhorte à continuer dans votre travail, ce que vous faites déjà. Merci à vous pour la connaissance que vous donnez, la mentalité que vous changez aux jeunes
africains. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. C'est donc que vous disons merci Fortuné pour votre prise de position ce soir. Merci d'apporter un peu de contradiction tout de même au débat. C'est votre point de vue, nous le respectons. Vous avez parfaitement raison de dire que le Togo avait refusé de fermer ses frontières. Il y a également la Guinée. Vous vous souvenez justement de la décision du président Mamadi Doumbouya au moment de la prise de ces sanctions illégales, illégitimes, voire inhumaines. Zerfel, vous nous rejoignez. Vous avez également 2 minutes de temps de parole. Bonsoir à vous. Ok, je vais passer rapidement. Bonsoir Nguéné, bonsoir tous les invités, sans oublier la diva. Sans oublier aussi mes frères qui sont à la partie technique partout là. Et moi, comment dirais-je, il dit qu'il est jeune, hein, le jeune Togolais qui a appelé là, il dit qu'il est jeune. Mais ça fait combien d'années déjà? Les deux pères et puis enfants là, ça fait plus de 50 ans. Ça veut dire déjà un adulte. Hein? 50 ans, pas 5 jours. Hein. Quand tu parles comme ça, mon frère, on ne se lève pas un matin comme ça et puis dire des trucs qui ne sont pas. Bien sûr que c'est ton pays, mais vraiment ce que les Togolais vivent là-bas, si tu savais vraiment que vraiment tes parents sont en difficulté là, tu n'avais pas parlé ainsi. Parce que le monsieur, ça fait plus de 50 ans, lui et puis son père, ils ont pris le Togo en main. Ils ne sont pas les seuls intellectuels au Togo. Ça, c'est la moindre des choses. Aujourd'hui, moi, je vais parler de ce qu'il veut s'allier avec les gens de AES. Il n'a qu'à bien regarder comment les gars se sont d'abord, la population ont pris les 3 présidents. Parce que c'est la population qui les a mis au pouvoir. Ils ne sont pas venus comme ça pour prendre les armes et puis dégager les gens pour qu'ils s'asseyent là. Non, c'est la population qui a décidé. Au Togo, est-ce que c'est la population qui décide aujourd'hui pour que Gnassingbé veut s'adhérer à cette confédération qu'on appelle AES? Non, soyons tranquilles. Parce que le monsieur, il a vu le Ghanéen venir, c'est le business, je suis d'accord. Il est venu parler des choses de son port, de ce machin, de tout ce qu'il veut faire avec les autres pays. C'est pourquoi il s'est précipité. Il se précipite plutôt pour venir dire que lui, maintenant, il va. Ça fait longtemps qu'il a eu des contacts. Il a été médiateur. Pourquoi jusqu'à là, il n'avait pas essayé de brosser ça avec eux en attendant que les gars vont essayer de voir son cas dans l'avenir? C'est maintenant il se lève pour dire que non, lui, il veut. Non, on ne se lève pas comme ça pour manger. Il faut réfléchir d'abord avant de manger. Il faut demander d'abord comment le repas a été préparé avant que tu viennes t'asseoir sur la table pour manger ce repas-là. On ne mange pas comme ça, mon frère. Ce que tu fais au Togo, là, les gens ne font pas à leur peuple. Ça fait tous les Togolais. Aujourd'hui, même le Togolais ne peut plus te voter. Ce sont les députés qui vont te voter pour que tu sois président. Est-ce que c'est ça la démocratie? Non, il faut arrêter ça. C'est pas parce que tu as ouvert ton port pour 2 minutes là, et puis tu as dit que non, parce qu'il va s'accrocher. Comme moi, je suis dans l'alliance, donc comment dire, les 4 pays, ils ont un port. Non, on ne prend pas l'argent des gens comme ça là. Il y a trop de ports autour des 3 pays là. 10 secondes, Zerfel, 10 secondes pour sortir. Oui, j'ai sorti là. Oui. Il y a la Guinée qui est là, il y a le Ghana et puis la Côte d'Ivoire aussi, en parenthèse, qui est là aussi. Donc, ce n'est pas la peine de jouer la comédie avec les gens. Parce que les gens ne veulent pas voir le même Togolais pendant encore plus de 100 ans au pouvoir. Il y a plus de Togolais qui sont plus intelligents que toi. Merci. Merci à vous, Zerfel. Nous allons prendre un autre appelant. Je pense que c'est une dame qui nous rejoint également. Bonsoir. Oui, bonjour. Je m'appelle Fidélia, je vous appelle du Canada. Je suis togolaise. D'abord, j'aimerais vous remercier pour le travail que vous êtes en train de faire pour toute l'Afrique. Ça fait plus d'1 an que je vous suis. C'est la première fois que je décide d'intervenir, surtout que le sujet porte sur mon pays d'origine. OK. Un merci spécial à M. Tché et nous l'ensemble. Je vous suis depuis. Félicitations et encouragement continué. La victoire se trouve au bout de l'effort. Ça viendra. Maintenant, concernant la demande du Togo à accéder à l'AES, ce n'est même pas une demande.
Parce qu'en principe, c'est l'AES qui va faire l'annonce là, mais ça n'a pas été le cas. C'est un homme politique togolais qui envoie un message sur Facebook pour dire qu'ils sont en train d'intégrer l'AES. Moi, je ne comprends pas. C'est du n'importe quoi, c'est de la pagaille. Au Togo, c'est un groupuscule de personnes qui s'est accaparé du pouvoir et qui maltraite le peuple togolais. Ça ne va pas, ça doit s'arrêter. Quand je vois le combat des 3 pays de l'AES, l'idéologie, la finalité, c'est quoi? Selon moi, je pense que vous serez d'accord avec moi sur le plateau, c'est le bien-être de leur population. Au Togo, est-ce que Faure Gnassingbé a à cœur le bien-être de la population togolaise? Je ne pense pas. C'est très simple, je ne pense pas, c'est non. Pour Faure, je pense que présentement, sa plus grande préoccupation, c'est d'augmenter les recettes du port autonome de Lomé et continuer pas à piller ce pays-là. Donc, si les dirigeants de l'AES acceptent d'intégrer le Togo à l'AES, ce serait une faute très grave. Je suis vraiment désolée pour mon frère togolais qui a appelé, qui disait qu'il a 30 ans. Je pense qu'il doit bien s'asseoir, réfléchir et faire la part des choses. Comment se fait-il qu'on peut avoir une même famille au pouvoir? Ça fait près de 60 ans, un peu plus de 60 ans, une même famille au pouvoir. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? C'est la monarchie. C'est la monarchie, c'est dans ce système qu'on est présentement. Parce qu'ils sont passés par différentes formes de coups de force, que ce soit institutionnel, constitutionnel, électoral, et finalement, c'est la monarchie qui nous impose. Le peuple togolais est sans voix, les Togolais ne peuvent pas parler. Si tu décides de parler, on te met en prison, on va t'enlever. C'est tellement grave ce qui se passe au Togo. Ceux qui ne comprennent pas doivent bien s'informer sur la situation au Togo. Le Togo serait vraiment un poison pour l'AES si jamais les dirigeants de l'AES acceptent d'intégrer le Togo. Je suis désolée de parler ainsi, c'est mon pays, mais il y a du travail à faire. Faure doit quitter le pouvoir, il doit quitter. Faure doit quitter le pouvoir. L'AES ne doit pas accepter le Togo avec Faure comme dirigeant. Non, non et non. Merci. Continuez le beau travail que vous êtes en train de faire. Merci à vous, madame, pour votre contribution ce soir. Vous venez d'enrichir le débat à votre manière. Merci à vous pour ce beau travail également à votre niveau. Un autre appelant. Nous le prenons rapidement avant de faire un dernier tour de table autour de cette thématique. Allô, bonsoir. Bonsoir à tous les techniciens. Bonsoir à tous les caméramans. Bonsoir à tous les journalistes. Et salut tous les invités. Moi, je demande tout simplement à les 3 pays de l'AES de s'armer, en guerre. Il y a un plan B, il y a un plan C. Ce que Togo parle, on ne comprend pas. Hein? Il peut y avoir un plan B pour nous embrouiller et pour nous limer. Parce que CEDEAO vient de créer son 5000 hommes là. Donc il faut l'AES doit s'armer, avoir un arme nucléaire pour se défendre. Sinon, Togo là, c'est blabla. Hein? Il peut y avoir un plan B pour nous faire dormir et pour nous limer. Voilà, bonne soirée tous les Camerounais, vous faites bon travail. Merci. Bonne soirée également à vous. Je parlais d'un dernier, mais je pense que nous allons prendre celui qui arrive juste à l'instant avant de revenir sur le plateau. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ok. Bonsoir, monsieur Pafendom. Bonsoir, Nguéné. Je salue tout ce que vous faites. Je vous appelle depuis l'Espagne. C'est Eric. Je voulais parler à propos du Togo qui veut rentrer dans l'AES. Moi, ce que je voudrais dire franchement, j'aimerais que l'AES se concentre sur les 3 pays pour le moment. Même si je ne suis même pas d'accord avec le président ghanéen ou le président togolais, s'il veut mettre en valeur le port, pour moi, je crois que l'AES, l'objectif, c'est de réunir toute l'Afrique. Pour le moment, l'AES, c'est l'embryon. Si le président ghanéen vient pour faire du business, le président togolais vient vendre son port, moi, pour moi, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'unir toute l'Afrique. Donc, je préfère que l'AES se concentre sur les 3 pays et qu'il se focalise sur la monnaie, parce que la majeure partie des choses, c'est la monnaie. Parce qu'une fois que
leur propre monnaie, l'Afrique sera libérée parce qu'on peut toutefois enlever les bases. Moi, je répète, on peut toutefois enlever toutes les bases militaires, mais si on ne sort pas du franc CFA, on serait en train de tourner. C'est comme un vélo statique, on serait là, mais on ne bouge pas. Donc, moi, j'aimerais que l'AES se focalise. Tous ces présidents qui viennent, c'est pour rester au pouvoir. Ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Moi, je préfère qu'ils se focalisent sur le Mali, le Burkina et le Niger. Et lorsqu'ils ont leur monnaie, après, on va voir le reste. Moi, ça n'a pas de sens que les autres viennent parler de leur port, tout ça. Là, ils ne sont pas dans la même vision que l'AES. Franchement, en tant qu'Africain, je vois que c'est un faux débat. C'est un faux débat. L'AES doit oublier ces pays qui viennent lui vendre leur port. Merci beaucoup, Pafendom. Monsieur Pafendom, merci pour les autres panélistes et je vous remercie beaucoup. C'est Eric depuis l'Espagne. Alors, merci. Franchement, je remercie pour tout ce que vous faites. Merci à vous, Eric. Merci. Nous allons faire un tour de table rapide, messieurs, sur cette thématique. Sylvain, votre mot de fin pour sortir de l'émission en 1 minute, Sylvain. Oui, en tout cas, l'entrée probable du Togo, nous disons que le Togo ne respecte pas une seule règle de l'AES, donc c'est vraiment impossible. Et nous demandons aux dirigeants de l'AES d'être très vigilants parce que ce qui leur arrive au niveau de la déstabilisation, c'est un serpent à plusieurs coups de la guerre. La France et ses alliés sont prêts à toujours continuer la déstabilisation et donc il faut se méfier davantage. Il faut se concentrer sur l'essentiel et l'AES est en train de progresser. Aujourd'hui et depuis un certain temps, nous demandons à l'AES de battre sa propre monnaie parce qu'on ne peut pas prendre la monnaie de l'autre pour venir se développer. On ne peut pas se développer avec une monnaie qui ne nous appartient pas. Je pense que c'est l'une des plaies qui a fait partie, l'une des plaies qui ont fait partie ces trois pays-là de la CEDEAO. Et donc, ces dirigeants aujourd'hui, je pense que en tous les aspects africains, pour sortir une monnaie capable de pousser ces trois nations-là vers une liberté véritable. Merci. Patient Pafendom, votre réaction par rapport à la thématique, votre mot de fin pour sortir? Oui. Il faut que, au-delà des dirigeants de l'AIS, que nous les Africains aussi, nous sommes très vigilants. Parce que les gens ont tendance à galvauder des mots. Il y a du banditisme politique, l'escroquerie intellectuelle dans des propositions indécentes comme celle du Togo. Il faut qu'on fasse extrêmement attention et que nous ne tombions pas dans une espèce d'euphorie en disant oui, bon, la CEDEAO est en train de mourir, la preuve, le Togo est en train de vouloir rejoindre l'AES. Ça ne veut absolument rien dire sur le plan pragmatique, n'est-ce pas, de la consolidation de ce que l'AES doit être. Je remercie la dame qui a appelé, et sans oublier Eric, et ils ont dit des choses extrêmement importantes. Aujourd'hui, l'AES doit aller de l'avant. C'est créer sa propre monnaie. Aller vers une fédération, sortir de la confédération et aller vers une fédération et adopter des mécanismes de rotation de pouvoir dans un premier temps au sein de cette fédération. Comme ça, elle va démontrer à la face du monde que l'Afrique est capable, l'Afrique peut s'unir et que ce n'est pas seulement un vain mot que nous disons tout le temps. Maintenant, sur cette affaire de cette dynastie au pouvoir, il ne faut pas aussi donner l'impression que l'AES sera comme une espèce de dépotoir, n'est-ce pas, de tous les vieilles raclures incapables de se recycler démocratiquement qui verront en l'AES le nid idéal pour cacher tout l'État qu'elles ont produit depuis des années. J'écoute M. Dussek qui dit que mais ça dépend de la volonté du chef de l'État et de son Parlement. Mais quel Parlement? Depuis quel Parlement parle-t-on? Vous avez vu les dernières élections législatives au niveau du Togo. C'était un Parlement tellement obèse, totalement dominé par le parti au pouvoir. En quoi ce Parlement représente réellement la légitimité du peuple togolais?
Donc, quand vous voyez des gens commencer à glisser dans des tracts de ce type-là, vous comprenez effectivement qu'on peut maintenant pour sortir. Je l'ai dit très rapidement, mais j'insiste en disant qu'il faut quand même qu'on fasse attention. Vous voyez avec quelle arme les Occidentaux, bien que battus, n'abdiquent pas face à la Russie. Moi, je ne suis pas convaincu que la France a abdiqué vis-à-vis de l'AES. Et on peut faire de M. Yadema et du Togo un véritable cheval de Troie, que si jamais les dirigeants de l'AES faisaient l'erreur de l'accepter à leur sein, et là je suis d'accord avec Chelou, vous allez voir ce qui va se passer et ça va être la honte de toute l'Afrique avec tout le soutien qu'on a apporté à cette très belle initiative. Merci à vous. Alors, vous clôturez l'émission en 2 minutes. Allez-y. Merci, M. Nguéné. Je dirais essentiellement que tous les arguments présentés par le Missi Dominici de Fognassime et M. Doucet sont complètement farfelus. Le premier argument en ce qui concerne l'accès à la mer, on n'a pas besoin nécessairement d'être membre de l'AES. Le Togo, il y a ce qu'on appelle le port sec. Alors le Togo, dans sa longueur, a que 600 km. C'est-à-dire à la frontière du Burkina, c'est de Lomé. Le port jusqu'au Burkina, c'est 600 km. Ça veut dire que si le Togo veut vraiment tirer profit, on peut organiser ce qu'on appelle un port sec, n'est-ce pas, à Dapaon, qui est donc à la frontière du Burkina, pour que l'AOS puisse justement tirer profit. Alors, en avantage comparatif, le Togo n'a pas besoin de rentrer dans l'AOS avant d'offrir cet avantage comparatif à l'AOS. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est de l'incompétence notoire, puisque le port autonome de Lomé a un volume de recettes de 35 milliards, mais quand vous auscultez le budget national, le port contribue seulement à 1 milliard. Ça veut dire que les 34 milliards vont dans les poches de Fognassime et de sa mafia pilleuse. Cet argent aurait pu servir à construire des routes vers de 600 km, une autoroute qui permet à l'AES de disposer d'un port sec à 600 km du port. Donc, vous voyez, c'est des gens, 20 ans de pouvoir après, ne sont même pas capables de faire des investissements sur le plan économique assez performants, assez structurels, et ils sont en train de parler de rentrer dans l'OS. Donc, c'est complètement de la forfaiture, de la fumée aux yeux, et il y a un réel cheval de Troie. Je suis d'accord avec le doyen Parfait-Dôme, et donc les dirigeants de l'AES, en tout cas, doivent faire beaucoup de vigilants. Ce que nous disons pour terminer, c'est que les peuples de l'AES, qu'ils sachent que le peuple togolais, dans son ensemble, soutient cette dynamique de rupture avec la France-Afrique, de notre dignité et de notre souveraineté. Mais nous sommes en prison, nous sommes en prison, et cette prison a été provoquée par la France. Donc nous demandons au peuple du Sahel de soutenir, n'est-ce pas, le peuple togolais, de se débarrasser de ce régime qui est donc pas un régime efficace pour la logique, la nouvelle orientation idéologique qu'on veut prendre, pour qu'enfin nous puissions embrasser ensemble en tant qu'un seul et même peuple l'AES. Et donc il y a un travail à faire de leur côté, des dirigeants aussi, et je suis heureux d'entendre le président Ibrahima Traoré, que j'aimerais rencontrer très prochainement, dire que tous les peuples qui vont se soulever contre, n'est-ce pas, la mauvaise gouvernance de leurs dirigeants, de la violence contre leurs dirigeants, le peuple burkinabé sera à leur côté. Nous avons pris ça au mot, et le peuple togolais va se soulever. On s'attend à ce que le Burkina, en tout cas l'AES, nous soutienne. Et une fois qu'on se sera débarrassé de ce régime kakistocratique, nous embrasserons les idéaux de l'AES. Et d'ailleurs, nous sommes un peuple, ces frontières ont été forgées par la France-Afrique, la colonisation. Nous pouvons donc très rapidement les dégager pour former un nouveau espace politique embryon de l'unité panafricaine. D'ailleurs, le Togo, il y a 60 ans que les Togolais ont posé le pas de la panafricanité, notamment contre les accords lyonnais et contre justement le franc CFA. Donc nous sommes absolument dans le même son de diapason avec l'AES, mais on va le faire sans cette équipe-là qui a meurtri le Togo et qui est au service de la France-Afrique et surtout des Occidentaux pour pouvoir esclavagiser leurs propres frères, leurs propres concitoyens,
comme les centaines de prisonniers qui périssent aujourd'hui dans les prisons de Fagnasigwe. Merci. Merci à vous, M. Chelou Lawson. Merci également à vous, patient Parfendom. Sylvain de Bogou, depuis Londres. Merci à vous, messieurs. Vous qui étiez d'ailleurs les invités de cette émission du Point sur l'actualité, édition du 14 mars 2025. Le sujet sur le Togo, vous le retrouverez également demain dans le cadre de votre émission L'International. On reviendra également aux côtés de Tshike Ndoumbe sur la tournée sahélienne du président John Dramani Mahama. Aux côtés des invités, vous aurez l'occasion de participer à l'émission pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire ce soir. Nos programmes se poursuivent sur votre média panafricain. Très bon début de week-end à tous.